Jean-Pierre Barjon, bonjour. Bonjour. Sauf erreur de ma part, vous êtes né à Perpignan, vous avez fait des études à Chambéry, deux régions qui ne sont pas forcément des régions de course. Comment on devient passionné de course hippique quand on est issu quand on est passé et issu de ces régions-là? Écoutez, d'abord il y a des courses hippiques dans toute la France. Et en l'occurrence, ma famille est stéphanoise et lyonnaise. Et c'est mon grand-père qui m'a initié au PMU lorsque j'avais 7 ou 8 ans. Il a essayé de m'initier parce que mon père n'était pas d'accord. Donc qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans les courses hippiques? Qu'est-ce qui a fait que vous avez accroché avec ce sport? En fait, moi, c'est une émission qui passe toutes les années sur les chaînes de télévision où, à l'occasion des ventes de yearling, vous voyez plein de yearling qui passent et le commentateur dit systématiquement dans tous les yearling qui passent, vous en avez un qui va devenir un champion. Et j'avais l'impression que c'était un jeu, mais un jeu intelligent au sens que, quelque part, on pouvait se battre contre une forme d'adversité, puisqu'on ne sait pas quel va être le bon cheval, mais on a envie de le trouver. Donc moi j'ai envie de vous dire que j'ai suivi ces reportages de nombreuses années, et puis un jour le destin, mon envie, l'alignement des étoiles a fait que je me suis retrouvé un jour dans un champ, et puis que j'ai choisi un petit poulain. Donc le cheval, c'est Moule du Corta. Est-ce que j'ai en tête est juste, à savoir que ce cheval-là, vous l'aviez acheté pour un détail, une particularité physique qui vous avait... Non, je l'avais acheté parce que j'avais quelque part décidé d'acheter un yearling. Par contre, n'y connaissant rien, je me retrouve dans un champ avec des petits poulains qui sont sous leur mère. Et à un moment, alors vous savez, des poulains qui sont sous la mer, autant un yearling, vous pouvez encore vous dire, il m'a tapé dans l'œil, il est extraordinaire. Autant sous la mer, déjà pour le faire avancer un peu, c'est un peu compliqué. Et j'étais avec un de mes amis qui, lui, avait remarqué les grandes oreilles. Lui, n'y connaissait pas plus que moi du reste. Donc on l'a choisi sur les grandes oreilles. Écoutez, n'oubliez pas de regarder les oreilles. Maintenant, on va venir à votre actualité la plus forte du moment, à savoir la présidence du Trot. J'ai lu que vous vous considériez comme l'homme des paris difficiles. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à la présidence à vous présenter à l'élection à la présidence du Trot? Lorsqu'on se présente, c'est que quelque part on a une conviction. La conviction, c'est qu'on peut apporter quelque chose. Donc pour me définir, j'aurais envie de dire que dans toute ma carrière, moi j'ai été animé par la challenger attitude. C'est-à-dire globalement comment faire plus avec moins. Et justement dans le monde de la PME, dans le monde de l'entreprise, on se pose déjà toutes les questions de qu'est-ce qu'on pourrait faire et après on cherche les moyens. Et là, le PMU, le Trot, c'est énormément de flux, énormément d'argent, énormément de moyens, 260 hippodromes, 230 hippodromes, 7-8 milliards d'enjeux, une histoire incroyable, une marque qui pénètre 7 à 8% des foyers français. Donc c'est énormément de choses et qui vont même un peu en opposition avec ce que j'ai eu jusqu'à présent. J'ai construit une écurie d'abord avec un premier cheval et après j'ai acheté quelques hectares, ensuite j'ai racheté d'autres hectares. Donc moi je viens plutôt du terrain et ça m'a donné une forme de légitimité à vouloir prendre des responsabilités avec plus d'enjeux. Quelque part, moi j'étais dans un mode de vie où j'avais vendu mon entreprise, où je n'avais pas prévu d'être candidat à la présidence et où quelque part j'avais dessiné ou prédestiné un mode de vie très confortable, voire très très confortable et avec, j'ai envie de dire, que des plaisirs. Et là, je suis dans des contraintes, mais qui me génèrent des plaisirs décuplés. Donc je suis encore plus satisfait que je pouvais l'imaginer. Avant d'être président du Trot, vous aviez repris une entreprise qui s'appelait Lorina, que vous avez fait fructifier. Oui, on a multiplié par 1200 son chiffre d'affaires. Donc ça correspond à ce que je dis, très largement. Est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux situations? Est-ce que vous avez espoir de reconnaître un tel succès avec le Trot? Alors, un journaliste avait titré sur l'histoire de la limonade « C'était une belle endormie ». Aujourd'hui, le PMU n'a rien à voir. D'abord, on n'est pas endormi, représente une équipe de 1200 personnes qui travaillent tous les jours sur tout le territoire. Mais force est de constater que
le résultat dépend évidemment du PMU, mais dépend évidemment du consommateur, le joueur, et puis dépend aussi de nos institutions qui créent des programmes et qui créent des plateaux. Donc en fait, la vision qu'on a aujourd'hui, c'est que pour aller chercher un résultat, il va falloir le chercher à tous et en équipe. Vous aviez un ministre de l'industrie français il y a quelques années qui avait développé toute une théorie pour développer l'exportation en France. Et il disait il faut que les Français à l'exportation chassent en meute. Et nous, en tout cas, on ne va pas chasser en meute, mais on va chasser en association avec un seul objectif, remettre le joueur qui est notre client au cœur de notre dispositif. Les courses souffrent d'un déficit d'image. Comment fait-on pour rafraîchir cette image et comment fait-on pour donner envie aux jeunes de venir, les jeunes qui sont plutôt aujourd'hui tentés par le pari sportif et par le football notamment? Oui, alors le déficit d'image est subjectif parce que l'image au sens de spectacle est fantastique et qu'on est vraiment dans la compétition, dans la performance et autre chose. Par contre, à la question pourquoi le pari pénètre de moins en moins les foyers français, c'est assez simple. Vous savez, dans le marketing et dans l'offre, on vous répond si vous avez de moins en moins de clients, c'est que votre offre n'est plus adaptée. Donc, ou votre offre, ou alors vous n'avez une prestation qui est décevante. Donc aujourd'hui, je pense que l'offre a besoin de bouger et tout l'enjeu, c'est d'arriver à imaginer et à construire une offre qui réponde aux attentes des jeunes joueurs. Bon là, je suis obligé de rebondir et de vous demander si on peut avoir quelques infos, quelques pistes sur justement ces idées que vous avez. Moi, mes idées, elles sont pour l'instant assez simples, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des courses peut-être plus visuelles, plus simples et d'un accès plus facile. Et ensuite, ça serait formidable puisqu'on a la dernière étape qui est le jeu expert et je pense qu'il nous manque peut-être le jeu du débutant, à part le simple ou le simple gagnant ou le simple placé. Donc je pense qu'on doit avoir cette envie d'imaginer et de construire un futur. J'allais vous demander quels étaient un peu les points forts, parce que j'imagine que vous les capitalisez sur les points forts. Alors peut-être que je me trompe, mais capitaliser sur les points forts pour relancer un petit peu l'activité hippique, notamment au trot. Quels sont les points forts sur lesquels vous comptez vous appuyer? Alors, aujourd'hui, les points forts, c'est déjà le programme puisqu'on est passé en positif cette année. Donc, quelque part, il faut déjà capitaliser sur l'existant et puis ensuite, il faut reconstruire et ne pas détruire ce qui a été fait parce que les points forts, c'est un programme de course incroyable, c'est un nombre d'entraîneurs et de chevaux incroyable. Donc, quelque part, on est leader en Europe, voire dans le monde, dans notre système, et ce système est leader. Simplement, il est sur une mauvaise courbe, mais il est leader. Donc là, les points forts, c'est évidemment le point de départ, c'est tout ce qu'on a sous la main. En revanche, est-ce que vous avez identifié quelques points faibles concernant cette activité des courses hippiques, notamment au trot? Nous avons besoin d'imaginer un nouveau modèle. On a besoin demain de plus de propriétaires. On va continuer à avoir besoin de beaucoup de partants. On a besoin d'être plus efficient sur l'organisation des courses. Et on a besoin de parler que d'une seule voix avec le galop, donc ça fait beaucoup de besoins. Quels sont ou les objectifs prioritaires des prochains jours, des prochaines semaines, pour justement mettre cette machine sur de bons rails? Alors, on a en peine en un mois, on a décidé fondamentalement, le conseil d'administration a validé ce point d'ancrage très fort qui est le joueur est au centre de nos préoccupations, est au centre de notre système. Donc de ce point de départ-là, on doit travailler, nous, dès maintenant, à faire en sorte qu'il ait le moins d'irritants possible. Donc Cyril Linette a fait un très gros travail sur l'irritant du joueur jusqu'au moment où il prend le pari. Et notre enjeu à nous, c'est une société de course, institution, c'est de gérer l'irritant du moment où le cheval part jusqu'au moment où on va payer, non pas l'arrivée, mais jusqu'au moment où on va payer le joueur, parce qu'il y a plein d'éléments qui interviennent là-dessus. D'où la décision d'organiser des assises du trot le 3 avril. Ça va être la première tentative d'un travail collaboratif entre les commissaires, les drivers, les entraîneurs, les propriétaires,
évidemment la direction technique, les parieurs, le PMU, et aussi toute la France, parce qu'on a l'ambition d'essayer de faire un mouvement qui va utiliser les technologies évidemment modernes. Et pour ça, j'espère pouvoir vous en dire plus dans quelques jours, mais j'ai envie que tout le monde puisse voir de chez lui, être le témoin de ces assises, pouvoir même peut-être de chez lui y participer. Donc une ambition énorme pour cet événement. J'espère qu'on répondra aux attentes qui sont très très fortes. Et les attentes, c'est répondre au thème « Comment organiser la course en 2020 ?» Donc la course en 2020, comment doit-elle être? Bon, le dernier thème qu'on va aborder, c'est le prix d'Amérique. C'est votre premier prix d'Amérique en tant que président du Trot. Quand je prononce ces mots, Grand Prix d'Amérique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? D'abord, vous avez vu un sourire, après une fierté, puisque je l'ai gagné. Donc, une fois que vous l'avez gagné, c'est plus du tout la même chose. Moi, mon souvenir peut-être le plus émotif, c'est lorsque Mone du Corta avait 3 ans. Je l'avais appelé le Grand Mone parce je l'avais appelé Mone du Corta parce que c'était l'année DM et que Pierre Morand, l'éleveur, habitait dans le village où Alain Fournier avait écrit le Grand Mone. Et par contre, la 3e course qui devait être un semi-classique, on a interviewé Jean-Michel Bazir et on lui dit « Que pensez-vous de ce jeune cheval? Est-ce qu'il a un avenir ?» Et il avait répondu « Appelez-le le Grand Mone ». Et là, je vous avoue que j'avais une larme qui avait coulé parce qu'entre le rêve d'adolescent de lire ce livre et de se retrouver avec un cheval et après de l'appeler Mone et ensuite qu'un grand professionnel l'appelle le Grand Mone, là on se dit on peut y croire, quoi. Et vous savez, en marketing, il y a une phrase qui est les raisons d'y croire. Et là c'est fantastique. Alors après, évidemment, ma relation avec Pierre Morand, qui était éleveur, a fait qu'en tant qu'entrepreneur, je me suis dit comment je peux investir et construire quelque chose. Donc cette notion de constructeur a fait qu'il m'a conduit à investir dans un haras, à créer une structure d'élevage. Et là, lorsque vous êtes éleveur et que votre cheval gagne le prix du Cornulier, et que dans l'histoire, vous faites partie a priori des 3 familles ou des 3 propriétaires qui ont gagné l'un et l'autre, dont certains ont mis 30 ou 40 ans avec une centaine de chevaux par an, là, vous avez une fierté fantastique. Est-ce que c'est pas aussi cette réussite qui a poussé les gens à vous faire confiance et à vous confier les rênes du trot? Je ne sais pas, en tout cas, j'espère les avoir convaincus de mon envie et j'espère les avoir convaincus de ma détermination.